Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à La Voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Eh bien, bonjour à tous. Nous revoici en cette rentrée pour notre 8e épisode du podcast La Voix du CDO. Bonjour Dawson, comment s'est passé l'été? Très bien, Miguel. Ravi de vous retrouver et de te retrouver. Eh bien, nous avons la joie aujourd'hui d'avoir deux nouveaux invités, donc Jean-François Bigot et Philippe Pierre, que je vais laisser se présenter eux-mêmes, bien entendu. Et nous aurons là aussi des conversations passionnantes comme d'habitude. Et Jean-François, je te donne la parole en premier. Donc, si tu veux bien te présenter rapidement, ton parcours, tes centres d'intérêt, et puis ensuite Philippe, et puis nous pourrons lancer notre débat comme d'habitude sur vos sujets. Oui, bonjour, donc, je suis Jean-François Bigot, je suis officier de marine et j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le management de la maintenance aéronautique dans la marine. Donc une spécialisation un petit peu sur ce qu'on appelle la chasse embarquée. Ce sont les avions de chasse de la marine qui embarquent à bord du porte-avions. Donc après une petite partie opérationnelle pendant 5 ans de ma vie où j'ai embarqué en particulier à bord du porte-avions avec ma flottille. J'ai montré un intérêt pour les systèmes d'information assez rapidement et donc la marine m'a envoyé faire un cours d'architecture des systèmes d'information qui m'a amené pendant 7 ans à faire chef de projet informatique pour l'outil de gestion de maintenance des avions de la marine. Et c'est l'outil qui a été étendu à la gestion de maintenance de l'ensemble des aéronefs des armées. Quand je suis, après cette période de 7 ans de gestion de système d'information, j'ai été affecté en tant que chef des services techniques de la base de l'Andivisio, donc qui est la base qui fait l'entretien de l'ensemble des aéronefs de la marine, des Rafales de la marine. Et là, je me suis rendu compte que j'avais passé 7 ans à gérer à mettre toutes mes tripes dans un outil de gestion de maintenance qui réponde au mieux aux besoins. Et je me suis rendu compte que plus de 60% des besoins étaient couverts par des fichiers Excel. Et comme j'étais le chef de la base, chef technique de la base, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur ces sujets pendant mes 4 ans à l'Andivisio. Et c'est un sujet que j'ai creusé ensuite au travers de mes différents postes en état-major, que j'ai rejoint à partir de 2017. Donc j'ai eu la chance de faire un cours à HEC qui m'a permis d'écrire un petit document sur le sujet, et donc faire un petit peu de recherche sur les causes de cet emploi des systèmes parallèles. Voilà, donc ensuite, en état-major, j'ai travaillé sur un petit peu de réglementaire, un petit peu de pilotage de la maintenance des avions de l'ensemble des armées, toujours dans une optique un petit peu de valorisation des données et d'innovation. Donc j'ai fait pas mal de POC, de valorisation de données, j'ai fait de l'accompagnement pour différents projets. Et là, ces derniers temps, j'étais responsable de la gouvernance des données pour l'ensemble du ministère, où j'essayais de voir au travers de mon poste de gouvernance des données comment mieux valoriser notre patrimoine informationnel pour améliorer le fonctionnement global de l'organisation et avoir une vue un petit peu plus cohérente de ce que l'on peut faire avec notre patrimoine des données. Voilà, c'est rapidement mon parcours en quelques mots. Passionnant, on va avoir plein de sujets à aborder ensemble. Et merci Jean-François et Philippe. Oui, merci.
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis un homme de ressources humaines. J'ai commencé ma carrière en Afrique subsaharienne dans l'univers de l'énergie, du pétrole. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe L'Oréal pendant près de 13 ans. Donc, avec vraiment un ancrage opérationnel RH. Et depuis, à partir de 2008, je me suis plutôt tourné vers des structures intermédiaires en taille, avec cette passion qui est le management interculturel. Comment faire travailler ensemble des personnes qui ne se ressemblent pas tout à fait, du point de vue de la culture métier, du point de vue des origines nationales, du point de vue du genre, des situations de handicap, visibles ou invisibles. En fait, comment créer ce socle culturel commun dans une organisation avec des personnes qui discutent des principes? C'est la question pour moi de l'interculturel. Et cette question m'a amené d'abord à faire une thèse de doctorat en même temps que mon activité professionnelle quand j'étais chez L'Oréal sur les expatriés, qui est une situation d'interculturalité. On dépasse une frontière physique et donc du coup c'est aussi souvent une frontière psychologique et sociale, seul ou en famille. Et je me suis intéressé un peu aux conditions de confiance. Depuis, j'ai écrit une quinzaine d'ouvrages donc dans le domaine du management interculturel et j'enseigne aussi, tout comme Jean-François, à Dauphine, dans un certain nombre de masters. Et puis, j'ai même dirigé pendant près de 10 ans un master de management interculturel au sein de cette université, à Sciences Po aussi, qui est mon école d'origine. Et je voudrais aussi vous dire que je m'intéresse beaucoup, en fait, à la gestion des personnes talentueuses. Et ça sera peut-être un point aussi de réflexion ensemble sur le profil de l'innovateur. Dans quelle mesure on l'intègre, dans quelle mesure on le met à l'écart, dans quelle mesure en fait surgissent des relations formelles ou informelles qui font de lui un corps étranger ou pas. Voilà. En quelques mots, ce qui fonde en quelque sorte mon intérêt pour ce management interculturel qui est une discipline en plein développement. Oui, c'est un sujet passionnant, ça, hein, Oh, effectivement. je suis ravi que tu puisses participer, Jean-François aussi, puisque c'est un des grands sujets de la transformation numérique, c'est comment on gère les talents et comment on arrive à l'intégrer dans un système organisationnel qui a ses marques à eux, hein, qui a son système. Et souvent, la personne de talent ou la personne qui est un peu innovateur, on le recrute pour son innovation et puis quand on le rentre à l'intérieur, on le formalise à la non-innovation de mon point de vue. C'est un peu le profil du CDO dont l'entité, chef digital officer, excusez-moi, du leader de la transformation, c'est qu'il est là pour amener l'innovation, du changement et quand il rentre à l'intérieur, en fait, tout le système se refuse au changement. Et là, il y a une sorte de friction, il a cette difficulté finalement, parfois polaire, en disant, bah, en fait, je suis pas adapté en fait à accompagner l'entreprise, j'ai une vision et comment il y a cette friction-là. Et je pense qu'elle exacerbée encore plus, alors, on en parlera par rapport à l'interculturalité encore plus marquante. Et je rebondis sur ça parce que il y a très longtemps, j'ai lu ce livre qui est sorti, Rules, No Rules, de Reed Hastings sur Netflix, qui aborde un peu ce sujet-là, peut-être moins approfondi que tes recherches, je pense. C'est un livre plutôt mainstream. Et je serais ravi que tu rebondisses sur cette partie-là. Et puis on rebondira aussi, je pense que Jean-François a dû être confronté aussi ça à la résistance au changement ou à la résistance à l'innovation. Philippe, si tu veux. Oui, bah écoute, tu insistes, Dawson, sur la figure du talent. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui est un peu galvaudé. Moi, j'en ai une définition. Je vous la propose peut-être tout de suite. Oui, Une personne talentueuse, elle a pour moi au moins 7 caractéristiques. La première, c'est qu'elle impulse dans l'organisation de la différence. Et ça sera certainement un des chemins que nous allons emprunter dans cette conversation à quatre. Une personne talentueuse, elle est différente de la personne qui la reçoit ou, comme tu l'as dit, Dawson, du milieu d'accueil qui la reçoit. Et intégrer la différence, c'est toujours une posture d'accueil à l'inconnu qui n'est pas aisée. Donc ça, je vous propose aussi qu'on y revienne. Ça nécessite un étonnement volontaire, s'étonner volontairement. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. La deuxième caractéristique, c'est qu'une personne talentueuse, c'est pas un éternel espoir. Moi, j'ai connu en tant que DRH, notamment chez L'Oréal, des champions de France ou d'Europe de l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui promettent beaucoup, mais qui ne délivrent pas. Et j'imagine que dans le contexte militaire où opère Jean-François aussi, c'est quelque chose d'essentiel. On doit contribuer. Sinon, ça s'appelle un potentiel en management.
Oui, c'est-à-dire une capacité latente. oui, C'est un point essentiel, ça. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont beaucoup de, je dirais, de compétences en entretien, mais c'est presque leur seule compétence à terme. oui, Et elles passent comme ça d'entité en entité sans délivrer. La troisième caractéristique pour moi du talent, si on résume, c'est la générosité. Et ça, c'est pas forcément dans les ouvrages de gestion. Un talent, c'est généreux. D'ailleurs, on s'en souvient quand il est parti. oui. Nos équipes en parlent encore. C'est ce qu'on pourrait appeler l'énergigramme, par Mm. opposition à l'organigramme. Ouais. L'organigramme est formel, l'énergigramme, c'est l'intelligence de la relation. Mm, mm, mm. Et c'est pour les agents de transformation, c'est un point essentiel. Oui. La quatrième caractéristique que est une proposition, c'est le côté énergivore du talent. Tu sors pas indemne de la conversation. Et puis le cinquième point, c'est chronophage. Oui. Mais ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que la personne talentueuse te considère comme intéressante. Elle vient te voir, toi, comme un aimant opportunité. Et puis le sixième point, c'est ressourçant. Une personne talentueuse, quand on travaille avec elle, elle nous amène en quelque sorte à revisiter nos projets et à distancier notre regard. Je crois que ça me semble très, très important. Voilà, je vous en dis pas plus à ce stade, mais immanquablement, si tout de même, une personne talentueuse augmente le niveau d'exigence dans l'équipe. Et donc, Mhm. tout agent de transformation et d'innovation qui fait bien son travail, pour moi, augmente le niveau d'exigence dans l'équipe. Et j'ajouterais ce dernier point, une personne talentueuse renvoie un certain nombre d'entre nous à notre incompétence consciente, Mm. puisqu'elle fait avec aisance des choses difficiles que j'ai du mal à faire. Oui. Oui. Et donc ça sera un sujet intéressant pour moi et j'aimerais apprendre de vous là-dessus, c'est comment on protège vraiment. Comment on protège un innovateur, comment on protège un agent de transformation qui immanquablement nous renvoie à l'imprévisible, à l'inconnu et à l'incertitude. Alors ça, je suis pas là pour parler de mes expériences. Je vais plutôt parler à François ou même Miguel, parce nous, en tant que leader de la transformation numérique, on a accompagné des entreprises, des organisations, des personnes sur ce sujet-là. Et il y a beaucoup d'attentes en fait auprès des organisations. Parfois, une méconnaissance de, de l'arrivée technologique. On a Oui, des anciens dirigeants qui fonctionnaient dans une économie traditionnelle, qui sont oui, confrontés à un tsunami technologique sur lequel finalement il y a une inadéquation entre le profil qui comprend ce qui se passe, qui a une vision, qui est l'innovateur, le talent, et le dirigeant qui est patron organisationnel et systémique, qui lui a sa vision peut-être un peu ancienne et qui a du mal à matcher entre les deux enjeux. Et on le voit dans des expériences d'entreprise où finalement le train de la transformation n'est pas pris alors que c'est des vrais dirigeants. Ça veut dire que c'est des vrais patrons, mais qui n'arrivent pas à trouver le bon profil ou qui n'arrivent pas à matcher le bon profil. Alors, Oui, à ce sujet-là, j'aimerais réagir parce qu'en fait, quand j'entends ces 7 items d'un talent, en gros, n'importe qui dans une organisation pourra être un talent. C'est ça qui est assez surprenant. Et en fait, c'est plus à l'organisation de s'organiser pour mettre en place des moyens pour que des talents émergent. C'est-à-dire que, de ce que j'en comprends, ce ne sont pas des caractéristiques personnelles d'un individu. Tout le monde, oui, naturellement, est généreux, tout le monde peut impulser de la différence. Par contre, il faut que les personnes soient dans un bain qui les encourage à pouvoir exprimer cette différence, à pouvoir comprendre qu'il faut produire, parce que c'est l'objectif, que c'est... Voilà, donc cette notion de talent, en fait, ça me ramène, moi, directement à comment est-ce qu'on est organisé et comment est-ce que le dirigeant, de façon globale, a mis en place les moyens pour que les gens se sentent heureux et fassent progresser l'organisation. moi je suis pas, oui, je suis tout à fait en lien avec ce que tu exprimes, Jean-François. Pour moi, une équipe dirigeante, elle est créatrice d'environnement apprenant. Et oui, donc, quand on évoque la gestion des talents, et c'est vrai que c'est mon prisme à moi, souvent c'est l'individu. Et donc, c'est l'acteur. Mais on sait très bien en sociologie des organisations que la dynamique de transformation, c'est un jeu entre l'acteur et le système, pour reprendre les termes de l'ouvrage de 77 de Michel Crozier, voilà, que Jean-François nous montre. connaît très bien, L'acteur et le système, écrit avec Erhard Friedberg, et qui est un des grands livres de la discipline. Et c'est vrai que c'est une dynamique entre milieu d'intégration
culturellement situé qui va tendre la main, refuser ou annihiler en quelque sorte les marges de liberté de la personne qui arrive. Et donc c'est vrai que cette notion de talent, il faut comme Jean-François l'a souligné, il faut toujours la situer culturellement par rapport au type de secteur, par rapport au type de culture nationale, culture régionale, culture métier. Et donc on n'est pas talent pour la vie. D'abord, on peut être très mal intégré ou très mal accueilli et d'une certaine manière, notre confiance s'étiole, notre estime de soi est touchée et il n'y a pas d'environnement apprenant. Or, on est la même personne qu'il y a une semaine, pratiquement. Et puis l'autre chose, c'est un point moi qui me semble essentiel, c'est que le talent, il éveille la rivalité immanquablement. Oui. Et qu'une personne talentueuse, si elle fait avec aisance des choses difficiles qu'on a du mal à faire, eh bien, il convient de se méfier de ce que j'appelle dans mes travaux, dans mes ouvrages, des pH neutres. Le pH neutre rentre dans ton bureau, tu t'ennuies déjà. Et la grande caractéristique là du pH neutre, c'est qu'il ressemble au chef. Il s'habille comme le chef, il mange comme le chef. Au bout de quelques semaines, il s'assoit à côté du chef et son grand rêve, c'est de faire du covoiturage avec le chef. Et je pense que dans une démarche de transformation des organisations, il y a cette dynamique entre accueil du talent et conservatisme ou mimétisme de beaucoup de structures en place qui n'ont pas du tout envie de tendre la main et d'ouvrir la porte, car ça les renvoie en fait, et ça nous renvoie plus largement à un effet de rivalité où le talent est un bouc émissaire véritablement. C'est-à-dire qu'on va le mettre à mort symboliquement ou dans l'histoire des religions physiquement pour pouvoir, d'une certaine manière, dépasser nos antagonismes et continuer ce jeu mimétique où chacun est à sa place. Mais, et ça c'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup de discuter avec vous, quand il y a transformation, il y a changement de place et il peut y avoir lutte des places. Voilà, et donc c'est un acteur et système tout à fait, talent et milieu d'accueil tout à fait, et puis quasiment polémos et agapé, c'est-à-dire la rivalité guerrière contre la possibilité de créer de la confiance et de l'interculturel. Je souhaiterais ajouter peut-être un axe complémentaire qui est la mission. C'est-à-dire qu'une organisation a plusieurs missions et on peut avoir des cas où les talents sont très bien poussés dans certaines missions et pas du tout dans d'autres. Alors, je reprends un exemple. Oui. Donc, je suis dans un milieu aéronautique où un élément essentiel, c'est la sécurité des vols. Les pilotes risquent leur vie à chaque vol et il y a une humilité de l'organisation, des gens qui font de la sécurité des vols, qui permet l'émergence de talents dans un ensemble où on offre tout ce qu'on peut pour que l'organisation globale s'améliore. Donc, dans le contexte particulier de la marine pour la sécurité des vols, et de l'armée de l'air évidemment, on a une gestion des talents et une amélioration continue, une amélioration continue qui est d'une qualité exceptionnelle. Par contre, un contexte qui est juste à côté, qui est l'organisation des structures, comment on travaille de façon globale, comment est-ce qu'on fait des systèmes d'information, comment est-ce qu'on gère un certain nombre de choses, là, on est dans un contexte très différent. Et cette gestion des talents, cette démarche d'amélioration continue n'a pas du tout percolé. Et ce qui est très intéressant, que je constate depuis quelques années, c'est cette différence d'approche des sujets en fonction de leur importance, en fonction de la façon dont les gens ont compris ce que ça leur apportait et ce que leur participation apportait au fonctionnement global. Ça me semble un point essentiel. Il y a différents types d'environnements apprenants et donc une équipe dirigeante a tout intérêt aussi à savoir tenter de comprendre les différents environnements apprenants et accueillants du talent. Là, Jean-François, tu viens de pointer en fait 2 types d'environnements avec leur logique propre. Et moi, ce que je souligne depuis quelques années, c'est par rapport à l'évolution du sens du travail, au renouveau des formes d'engagement, je crois qu'une organisation qui fonctionne bien et qui intègre correctement des personnes talentueuses, et on ne l'est pas pour la vie, c'est une organisation qui accepte d'avoir en son sein différents types d'environnements apprenants. Pour le dire de façon très ramassée, elle est pépite et pépinière. La pépinière, c'est une organisation qui considérerait que pour être dirigeant à terme, il faut être connu depuis longtemps. Et quand tu rentres dans l'entreprise ou dans l'institution, il n'y a aucune raison que tu en partes si tu es perçu comme compétent. Ça, c'est un modèle culturel, hiérarchique, pyramidal, vertical, où on est fier d'appartenir. Et les mots forts sont compétences professionnelles notamment, on apprend un métier, et puis on a une vocation. Et ça, je crois que c'est très important, c'est la figure de la pépinière.
Et ce que je constate depuis une quarantaine d'années, c'est qu'il y a d'autres modèles, notamment la pépite, où une personne en entretien de recrutement intègre ton bureau et te dit: «Moi, vous savez, je resterai pas très longtemps. Je resterai», et ça, c'est un point aussi qui me semble important par rapport à la transformation des organisations et au talent, «je resterai chez vous si j'apprends à apprendre». Mmh. Oui. C'est-à-dire que je resterai chez vous d'autant plus que je suis convaincu que j'apprends pour ailleurs que chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant pour les équipes dirigeantes qui accueillent ces innovateurs ou ces agents de transformation. Si tu veux les fidéliser très, très fréquemment et de la manière la plus personnelle, j'allais dire presque intime, oui, personnelle possible, clarifie les compétences que les personnes développent chez toi. C'est la meilleure manière de les garder chez toi. Si tu veux fidéliser un talent, empresse-toi de lui parler d'ailleurs et de lui dire: «Moi, dans 5 ans, je te vois au sommet de l'organisation et on va tout faire pour que tu y parviennes». Et ça, c'est quand même un choc, hein, car moi, Alors, je suis né dans une culture du secret. C'est pas oui, du tout mes habitudes. oui, alors je veux rebondir sur ça, je te rejoins. Alors, parce que je comprends bien, je trouve que, cette notion de talent et comment on l'identifie, il y a quelque chose de, parfois à l'arrivée du numérique, quelque chose qui se rajoute en plus, qui fait qu'il y a pas de formation. Par exemple, moi j'ai une compréhension du marketing. Lorsqu'il y a des plateformes technologiques comme TikTok qui arrivent, il n'y a pas d'école qui forme comment faire des campagnes sur TikTok, comment à se faire connaître sur TikTok. Donc il y a aussi, l'arrivée, de nouvelles compétences qui sont indispensables parce que ça permet, vraiment de manière exponentielle et de Oui, manière en rupture totale avec ce qui se fait avant, d'avoir des petits, entre parenthèses, «génies» qui arrivent parce qu'ils ont testé par eux-mêmes et qui ont envie d'apprendre tout le temps. Et moi, ma question, c'est est-ce ouais, qu'on est dans cette réflexion de se dire finalement, le talent, c'est pas la personne qui a compris qu'en fait, il devait pas capitaliser pour l'entreprise, mais pour lui. C'est-à-dire que finalement, la valeur qu'il crée, c'est la valeur de ce qu'il devient. Et ce qui bah, devient, finalement, va contribuer au système. ouais, je crois que un des moteurs des personnes talentueuses au moment où on fait la photo, car j'insiste vraiment sur ce point, Oui, et le talent dépend de l'environnement apprenant. Et comme on vient de le voir avec Jean-François, il y a différents types d'environnement apprenant. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un qui veut co-construire avec toi son projet de vie tout court. Co-construire. oui. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il va apprendre à apprendre pour ailleurs, qu'il va se pourvoir de grilles de compréhension du monde et des entreprises. Il reste avec toi, il apprend, il se développe. Mais il y a toujours en fait ce bouillonnement, cette effervescence de la personne talentueuse qui veut continuer d'être alimentée. Et comment tu protèges un talent? En lui donnant plus de temps qu'aux autres. Et quand tu es avec elle ou avec lui, plus d'attention vigilante, plus d'écoute active. Et puis, un point essentiel aussi pour moi, c'est la générosité. Vous vous souvenez de la troisième caractéristique Oui, proposée? oui. Un talent est généreux, c'est-à-dire qu'il n'est pas carriériste. Ça, moi, j'ai des dizaines d'exemples en tête de personnes dans différents secteurs que j'accompagne. C'est pas le moteur, la carrière. Non, non. C'est la co-construction, c'est le bouillonnement, l'effervescence, c'est l'envie de faire rupture, c'est la capacité à se découvrir soi-même d'ailleurs aussi. Et donc ça, ça me semble un point très important. Et j'ajouterai un dernier point, c'est la capacité d'écoute active de la personne talentueuse. Mmh. Et d'ailleurs, elle attend ça de nous. Quand elle est là avec nous, on est vraiment là avec elle. Mmh. Oui, mais beaucoup d'organisations broient ces personnes, hein, malheureusement, parce que je pense que pas beaucoup de managers sont formés en plus à accueillir ce genre de personnes. C'est assez, voilà, c'est assez difficile. Et il y a autre chose qui m'a interpellé dans vos échanges là jusqu'à présent, parce que vous avez parlé d'exigence à un moment donné, de niveau d'exigence, très élevé. Les 2 exemples de Jean-François, pour moi, me révèlent aussi un autre point qui est la recherche de l'excellence, en fait. Et j'ai l'impression que dans le premier exemple où, on doit s'assurer de la sécurité des vols, bah, il y a pas le choix, il faut être excellent au top niveau parce que sinon effectivement il y a carrément un danger de mort. Alors que dans le cas du système d'information, bah, finalement on peut se contenter d'être, moins excellent parce qu'il y a pas il y a pas vraiment cet enjeu-là. Mais du coup, est-ce que c'est le talent ne se révèle-t-il pas justement à travers la recherche de cette excellence et donc c'est en lien avec, l'exigence, soit individuelle ou collective que l'on peut se donner et du coup, c'est ça ce frein peut-être qui aussi fait que dans des organisations, bah, il
quand tout le monde n'est pas sur ce même niveau de recherche et de Enjeu. but d'excellence, ça crée toutes ces frictions. Alors, effectivement, il y a le sujet de l'excellence, mais il y a aussi, je pense, le canevas mental qui est mis en œuvre pour mettre en place les structures. Alors, j'ai découvert un livre très récemment qui m'a frappé. Alors, je ne l'ai pas sous les mains, je ne peux pas vous le montrer. C'est Réussir ses décisions stratégiques de Michael Ballet, Godefroy Beauvalet et Sandrine Olivença, qui parle de Lean, en fait. C'est passer d'une structure où on définit les problèmes, on décide quelque chose, puis on dirige et ensuite on démêle les problèmes qui sont induits, à une organisation qui est beaucoup plus lean, qui est on cherche une solution, enfin on cherche à comprendre ce qui se passe, on confronte les idées, on cadre l'action et ensuite on construit le sujet, la co-construction. Et c'est en fait cette idée de co-construction, de passer d'un modèle 4D à un modèle 4C, qui est très très bien décrit dans ce petit livre qui est absolument extraordinaire, qui pour moi est plus à la base du sujet que vraiment la recherche de l'excellence. Parce que la recherche de l'excellence, oui, n'importe quelle entreprise doit rechercher l'excellence pour survivre. Mais après, c'est quel est le modèle mental que l'on met en œuvre? Est-ce qu'on est là pour diriger? Est-ce que le chef dirige? Et je pense que pour mettre en place une organisation, s'il y a une action de direction. Ou est-ce qu'on est là pour sauver des âmes? Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus cadré et co-construire, parce que la direction, ça ne marche pas pour la sécurité des vols. Je vais rebondir sur ce point. Pour moi, une personne talentueuse, si on se place de son côté, elle a besoin en effet d'un cap et d'un cadre, les deux. Le cap, c'est l'étoile, hein. C'est le plaisir qu'elle a à rechercher l'excellence. Le plaisir, je vais utiliser ce terme-là. Et un plaisir souvent du jeu à plusieurs. Ça, c'est souvent ce que j'ai remarqué dans différents pays. C'est le plaisir de faire innovation à plusieurs et d'échanger des tours de main, des bonnes pratiques et des coups d'œil à plusieurs, de décoder, décrypter des systèmes d'attente informels. Il y a dans le canevas mental, pour reprendre la très belle expression de Jean-François, le canevas mental, me semble-t-il, du talent, qui est sans cesse en évolution. D'ailleurs, ce canevas, c'est un métier à métisser. C'est pas quelque chose de fixe, le canevas. Et il y a cette recherche de cap. On va parler même de raison d'être. Alors oui, la raison d'être serait peut-être une excellence utile, avec une vocation de l'institution à être utile sur son territoire ou pour son pays. Et là, les exemples militaires me semblent tout à fait intéressants. Et puis il y a une deuxième chose. Alors là, on va se placer du côté de l'organisation. C'est qu'une personne talentueuse, elle a besoin d'un cap, oui. Les 5 raisons de rejoindre notre institution, par exemple, et les clarifier, très bien. Mais elle a aussi besoin, et ça on l'oublie souvent, d'un cadre. Et pour moi, le cadre, c'est la contrainte qui habilite. Si tu veux être utile à quelqu'un qui réclame son autonomie, qui discute des principes, qui veut co-construire, tiens bon sur ta capacité à poser un cadre, et c'est-à-dire, si je suis plus précis, à expliquer ce sur quoi tu ne transiges pas. La gestion des personnes talentueuses, c'est aussi expliquer son mode d'emploi. Et il me semble que dans beaucoup de démarches de transformation, pris par le temps, nous ne posons pas assez d'étapes dans lesquelles chacun mutuellement expose à l'autre l'idée qu'il se fait de son canevas mental. L'impression que j'ai de fonctionner, parce que c'est toujours une impression. Et ça me semble très important de le souligner, avoir ces points d'étape. Et ce sont des lieux d'expression où on pourrait dire que la plus haute qualité de l'équipe dirigeante est à ce moment-là sollicitée. Pour moi, une équipe dirigeante, c'est une équipe qui crée volontairement des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Créer volontairement des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre, mais j'ajoute, qui sont exprimées avec bienveillance et qui lui sont utiles. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. C'est la capacité à s'étonner volontairement. Et s'étonner volontairement, c'est 3 choses. C'est suspendre son jugement, c'est distancier son regard et c'est expliquer à l'autre son mode d'emploi. Un talent a besoin de cap et de cadre. Vous êtes d'accord avec cette exigence-là? Parce que là, on est dans l'excellence et l'excellence, en fait, c'est presque une démarche éthique de responsabilité à devoir commencer par expliquer ce sur quoi je ne transige pas. Alors je trouve ça fabuleux, Philippe. Je trouve que ça a le mérite d'être clair. Enfin, du moins, moi, ça résonne énormément. Parce que moi, dans une autre vie, j'ai fait du coaching sportif, hein, Oui. sportif de haut niveau, et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit donner un sens à notre action, et puis surtout un cadre. Le cadre, c'est-à-dire qui et quelles sont les responsabilités de chacun. Et à partir de quand, et si on le souhaite, les assumer. Mais quand on les assume, on les prend, on y va jusqu'au bout.
Et ça induit qu'effectivement, l'entraîneur soit là pour expliquer quelles sont les fonctions de chacun, quelles sont les responsabilités de chacun et surtout face à l'adversité, quelles sont les décisions à prendre. Pas tous n'ont la capacité à prendre ces responsabilités, hein. Les personnalités, certaines personnalités sont plutôt leadership, d'autres sont plutôt dans l'effacement. C'est là où on doit amener en fait les personnes qui sont un peu dans l'effacement, leur dire si tu souhaites arriver à ces objectifs-là, il va falloir prendre du leadership, assumer tes responsabilités. Et ça ne sera pas, pour rejoindre ce que tu dis, ça ne sera pas tout de suite, ça sera dans le temps. Voilà. Jean-François, je te donne la parole. Oui, tu as utilisé le terme de décision juste à présent, donc moi ça rebondit immédiatement avec Christian Morel, Les décisions absurdes, petit livre où il explique quels sont les différents types d'organisations dysfonctionnelles, où justement il parle de le rôle du manager, de l'expert et du candide. Et c'est ce que disait Philippe, c'est qu'il y a besoin d'un fou du roi. Le talent est aussi un petit peu fou du roi, et ça peut être un expert qui peut être opposant, qui peut être suiveur, mais il faut quand même que le management ait une vue aussi globale de sa matrice des responsabilités, de son modèle hiérarchique, de façon à ce que chaque ait sa place pour que l'organisation ne soit pas dysfonctionnelle. Donc les décisions absurdes, en termes de sécurité des vols, c'est un fondamental, mais ces matrices, je trouve, qui sont en fin de livre, sont très, très en adhérence avec ce que vient d'expliquer Philippe. Oui. Sur la notion de fou du roi, il y a Christian Monjou qui me semble très intéressant à connaître, notamment sur Internet, expert de ces domaines. Il insiste beaucoup sur la fécondité des personnes atypiques et la capacité des milieux d'accueil ou pas à les reconnaître. Et puis, immanquablement, sur ces sujets en sociologie, il y a la figure de Norbert Alter, à travers au moins 3 ouvrages majeurs. L'innovation ordinaire, qui est son chef-d'œuvre, Donner et prendre, qui insiste beaucoup sur les logiques de coopération et du petit temps qu'on perd à en gagner en fait avec l'autre. Ces éléments informels dont on a parlé ensemble. Puis le 3e livre, c'est La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques, dans lequel il montre très bien que dans le parcours de vie d'un certain nombre de personnes talentueuses qu'on évoque là, il y a eu aussi un effet de stigmatisation, il y a eu un effet de mise à l'écart, du fait d'une couleur de peau, d'une adresse postale, d'une situation personnelle, qui a fait que ces personnes ont cultivé assez tôt, assez jeunes, une capacité à se distancier par rapport à la situation, d'une certaine manière une logique basse, une posture basse, qui les amène à être sans cesse d'un pied sur l'autre en expérience de lucidité contrainte. Et ça, c'est une compétence qui me semble très intéressante à essayer de décoder, déceler en fait, chez ces profils atypiques. Et puis un dernier point, peut-être en vous écoutant, c'est que on est toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes. Et quand dans une démarche de transformation, on s'intéresse aux structures, aux places, aux organisations, on oublie peut-être un peu trop vite, de plus en plus, dans notre société, il y a des personnes qui ont envie d'avoir différentes activités professionnelles en même temps. De plus en plus, elles veulent nous faire passer de la pyramide au réseau, du centre à des centres, et moi je l'appelle aussi l'archipel avec Michel Soquet, mon co-auteur dans mon avant-dernier ouvrage, L'archipel humain. Et donc ça, c'est un enjeu magnifique aussi pour les équipes dirigeantes, c'est accepter l'idée qu'on n'a pas placé au centre de sa vie la centralité du travail, et qu'on le revendique, et qu'on dise à la personne qui t'accueille, moi j'ai plusieurs vies à vivre et en même temps. Ça, c'est quand même pour les organisations quelque chose qui est une révolution, hein. Et pour l'homme de ressources humaines que je suis, c'est arrivé de ceux qu'on baptise les slasheurs, c'est-à-dire qui sont experts comptables lundi, mardi, mercredi, ils font de la sculpture à temps plein le jeudi, et ils participent à des actions humanitaires le vendredi, tout en continuant de travailler parfois tard le soir et tôt le matin. Là, on est au cœur aussi des logiques de transformation numérique d'équipes déspatialisées qui me semblent tout à fait en lien avec le fil rouge de vos émissions. Oui. Mais ça, c'est une réalité, ça, dans beaucoup d'entreprises. Enfin, c'est accepté dans les entreprises, ça, question très... Écoute, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est revendiqué de plus en plus dans la population active, que ce n'est pas simplement une question d'âge, que ça a été facilité ou c'est facilité à la fois par les évolutions technologiques et puis aussi par une prise de conscience post-Covid. Oui, que l'on sens que l'on donne à son existence existe en différents champs. Et donc, la société française est en train de passer de cette pyramide au réseau, sans que les termes s'effacent d'ailleurs. Pépite et pépinière, c'est ça moi qui me passionne. Et donc, une équipe dirigeante, elle doit être ambidextre. Et c'est ça qui pose souci souvent.
c'est qu'on reste attaché à une seule logique culturelle. Ouais. On n'est pas forcément capable de se montrer apprenant et dire, bah, écoute, dans ce champ-là, dans ce domaine-là, tu en sais plus que moi. C'est comme si on avait des vieux souvenirs qui font que l'autorité recouvre d'un champ uniforme ou d'un manteau uniforme la relation à l'autre. Ça, c'est quand même, enfin moi, ça me passionne, hein, c'est quand même un changement très, très profond. Accepter dans nos organisations des personnes qui sont là supposément de passage, mais quand elles sont vraiment là avec toi. Oui. C'est ce que disait. Oui, alors, Excuse-moi, oui. c'est ce que disait Dawson justement tout à l'heure en disant mais oui, mais comment est-ce qu'on fait pour accueillir quelqu'un qui tout d'un coup est capable d'être expert TikTok pour faire des campagnes de marketing, avoir des gens en son sein, des slashers qui de temps en temps font des podcasts la nuit. Ouais. Bah, si ça se trouve, si on est capable de le détecter, de le mettre en avant, on n'a même pas besoin de chercher à l'extérieur la personne expert TikTok. C'est peut-être la secrétaire, c'est peut-être le collègue de bureau qui peut se révéler pour l'organisation extrêmement utile à partir du moment où on est capable de le détecter, de le mettre en avant et puis de favoriser cette émergence en interne de cette pluralité de points de vue. Et ça, moi, je te rejoins tout à fait. Et du coup, la responsabilité aujourd'hui d'une équipe dirigeante par rapport à la transformation, c'est d'aller beaucoup plus dans la connaissance des trajectoires de vie des personnes. Ah bon, pendant les vacances, tu développes en fait une activité dans l'humanitaire et tu coordonnes comme ça une quarantaine de personnes au Niger. Bah tiens, je supposais pas une seconde que tu fasses ça. Et ça, en fait, ça nous sera utile peut-être demain lors de l'implantation dans un pays étranger. Et donc, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, c'est le livre de Pierre Lévy, Michel Serres et Michel Autier, Les arbres de connaissances. C'est-à-dire qu'une équipe dirigeante, aujourd'hui, si elle veut mener une transformation, elle doit aussi faire sauter un verrou culturel. C'est celui de la séparation entre la personne qu'on est et le rôle qu'on tient. Ouais. Pendant très longtemps, les organisations nous ont mis à notre place. Moi, ce que j'entends aussi, Jean-François, tu évoquais le Lean, ce que j'entends dans la démarche de Lean, c'est cet enchevêtrement fécond des sphères entre la personne qu'on est, le rôle qu'on tient, le hors-travail qui féconde le travail. Mais ça veut dire cartographier les compétences de nos équipes, beaucoup plus qu'on ne le fait. Et c'est un paradoxe parce que ça veut dire passer du temps en temps de présence actif, c'est-à-dire du temps libéré psychologiquement pour connaître les passions des personnes qui sont avec nous. Et bien ça, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Parce qu'on a de moins en moins de temps pour, d'une certaine manière, entrer en conversation dans la connaissance de ce que les personnes font avec cœur et passion ailleurs que chez nous. C'est aussi, c'est aussi un peu l'esprit commando, hein. Il y a une logique d'action dans un commando. On est Ah oui. en expertise croisée, sur un temps court, dans un très haut niveau de confiance mutuelle. Là, je suis sûr que Jean-François a beaucoup plus de compétences et de connaissances que moi sur ce sujet. Oui, alors sur ce point, mon principal recul, c'est qu'il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est où est la salle café? Oui, oui, D'abord, on positionne la salle café, tout on à fait. discute, et puis ensuite, on construit l'organisation autour de la salle café. Après, on peut appeler ça un bureau analyse-réflexion, enfin, on fait ce qu'on... Mais voilà, effectivement. Mais ça me... Enfin, ces réflexions, après, je ne sais pas comment Dawson veut mener la chose, mais ça m'amène à la notion de citizen developer assez Ah naturellement. oui, Ouais. merci Jean-François d'aborder ce sujet. J'allais y aborder. C'est-à-dire que alors, ça vient un petit peu de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que mon métier, c'est le management de la maintenance aéronautique. C'est diriger des équipes pour réparer des avions en milieu tendu. Mais en parallèle, j'ai développé une appétence pour les systèmes d'information que la marine a su développer. Elle m'a formé pour ça. Mais au départ, c'était une démarche plus personnelle. Et le citizen developer, en fait, c'est exactement ce qu'on disait un petit peu plus tôt. C'est-à-dire quelqu'un qui fait son travail, qui est un fonctionnel, qui, je ne sais pas moi, responsable d'une machine, qui gère un processus, quelque chose, et qui va au-delà de son travail qu'on lui a prescrit, pour réfléchir sur ses méthodes de travail et pour voir en quoi une numérisation, une transformation numérique, un petit peu de lean, un petit peu de réflexion sur ces méthodes de travail peuvent améliorer son contexte de travail pour le rendre plus efficace, pour qu'il soit plus performant, pour qu'il ait plus de temps éventuellement pour travailler sur son projet humanitaire. Donc cette notion de citizen developer, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel qui aujourd'hui est beaucoup plus lié à une démarche personnelle des individus, c'est-à-dire je veux améliorer mon travail, comment est-ce que je m'y prends, et qui, pour le bénéfice de l'organisation, pourrait être un petit peu mieux organisé, avec plus d'incitation, un cadre
là on parlait d'un cadre. Un gros problème du système développeur, c'est le cadre de gouvernance des systèmes d'information qu'on met à côté. C'est pas tout de dire, OK, tu fais ce que tu veux. Il y a des aspects de sécurité, il y a des aspects de protection des données qui nécessitent un cadre. Donc, cette notion de système développeur répartit également les rôles au sein de l'organisation et la position de ce que doit fournir la direction des systèmes d'information. Oui, et ça vient souvent en conflit potentiel, entre guillemets, puisque c'est aussi la notion de shadow IT très, très souvent, parce que l'informatique de toutes ces dernières années permettant justement de rendre autonome tout un tas de gens qui ne sont pas des informaticiens à l'origine, comment dans une organisation ils ne viennent pas faire en sorte qu'ils ne viennent pas en conflit ou ne partent pas sur des solutions en conflit avec effectivement la ligne entre guillemets de la direction informatique. Et au contraire, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que tout cela travaille de manière convergente? Donc ça, cette expérience-là est hyper intéressante. Mais là, c'est exactement ce que disait Philippe sur la répartition des rôles au sein des organisations. C'est-à-dire que la DSI, jusqu'à présent, les systèmes d'information, c'était un système complexe, il fallait plein de choses. Donc la DSI devait faire les systèmes d'information. Maintenant, avec les moyens que l'on a, le sujet est beaucoup plus quels sont les moyens que la DSI doit mettre à disposition pour que les gens puissent s'épanouir et puissent réaliser le SI dont ils ont besoin. On est beaucoup plus dans une offre de service, on est beaucoup plus dans un... C'est pas une direction des systèmes d'information, c'est une direction des services informationnels. Enfin, ils mettent à disposition des moyens. Donc c'est cette répartition des rôles qui est un petit peu délicate avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui n'ont pas forcément l'impulsion de le faire. Mais l'enjeu que je vois aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire, mettre le cadre pour que les gens puissent faire. Donc, rendre cette autonomie et les moyens nécessaires de cette autonomie au métier pour qu'ils puissent, dans ce cadre-là global néanmoins, effectivement être acteurs eux-mêmes et permettre d'avancer dans leur propre projet. Avec, comme disait Philippe, cette confrontation avec l'ancien système organisationnel, comment amener le changement? C'est vrai que au sein d'un CODIR, avec toutes les directions, notamment là on parle du système de la DSI, au système d'information, quel est d'abord le périmètre de son action et ses responsabilités? Parce qu'il faut définir bien suivant d'une entreprise à l'autre, les périmètres ne sont pas les mêmes. Maintenant, l'arrivée d'une nouvelle fonction dans le management de projet informatique, même dans le management au sens global, c'est l'arrivée du citizen development va désintermédier aussi l'organisation dans la mesure où certaines fonctionnalités, certains usages vont pouvoir être développés par des membres de l'équipe du marketing, du commercial, sur lequel finalement, habituellement, ils devaient toujours passer par l'informatique. Donc, ça, de mon point de vue, ça accélère le delivery, mais du coup, dans la confrontation, ça enlève un peu de responsabilité, périmètre de la DSI sur certains aspects où avant, grosso modo, c'était un peu l'acteur incontournable avant de mener la moindre action technologique sur des fonctionnalités. Alors, deux sujets. Acteur incontournable. Aujourd'hui, s'il y a un acteur incontournable, c'est un risque. C'est un risque d'avoir un acteur incontournable. Pour être flexible, pour être réactif, il faut que les compétences soient un peu plus réparties, que quelqu'un soit capable de prendre le relais. Enfin, moi, c'est antifragile de Taleb. Quand je parle d'acteur, c'est pas au sens de l'individu, c'est au sens d'un département. Le département d'informatique, aujourd'hui au sein d'un CODIR, il est au sein d'une organisation d'entreprise, on peut plus passer d'avoir un service informatique. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Alors, donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que antifragile, il faut que un certain nombre de compétences soient mieux réparties. Ensuite, il faut aussi être lucide sur cette situation, c'est de dire, le citizen des développeurs, on risque de perdre la main sur un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, quelle est la situation ? La situation, c'est qu'il y a des fichiers Excel partout. La majorité des processus, c'est dans des envois de courriel au sein des organisations. Et donc, la DSI dit, oui, mais j'ai mis en place un système d'information, donc je ne m'intéresse qu'à ce système d'information. Et elle ne voit pas que 60% du SI organisationnel, en fait, lui échappe. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire un petit travail d'analyse interne, d'introspection pour se dire, quel est mon véritable rôle, quel est mon véritable poids au sein de l'organisation. Ouais. Jean-François, vas-y. Non, j'avais fini en fait, mais ça amène à d'autres sujets que je te laisse rebondir. Je rebondis tout de suite sur ce que tu exprimes et sur ce que nous partageons
Là, j'y vois en tant que sociologue deux changements. Le premier, c'est ce que nous avons un peu souligné, c'est dans l'espace du travail un enchevêtrement des sphères de plus en plus puissant. Entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, le travail et le hors-travail. Bon, ça s'apprivoise sur le plan culturel. Ce n'est pas du tout une évidence. La deuxième chose, c'est ce qu'on va appeler ensemble le renversement de la présomption de compétence. Si on n'est plus un acteur incontournable et que c'est une bonne chose parce que le système se montrerait de toute façon fragile, à ce moment-là, on doit aussi faire, et moi c'est mon prisme, hein, on doit faire un chemin culturel qui nous amène à accepter que de plus en plus dans la société, le supposé sachant est quelqu'un qui doit maintenant prouver à ceux qui apprennent qu'il sait. Et il en est de même pour une équipe dirigeante, et il en est de même pour un département. C'est-à-dire que le département doit nous convaincre de l'utilité du travail avec lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui renverse la pyramide, qui est en train de se produire depuis une cinquantaine d'années au minimum dans la société, et qui fait que les équipes qui fonctionnent bien sont celles où il y a pour moi 3 conditions. La première, c'est la montée en compétence du premier niveau d'encadrement pour faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire questionner ces sujets, se questionner soi-même et gagner en compétence par rapport à cette complexité croissante. La montée en compétence du premier niveau d'encadrement. La deuxième condition, c'est la protection des talents, et nous en avons discuté. Et puis la troisième, c'est accepter qu'une équipe dirigeante est perpétuellement confrontée à des écarts entre ce que l'organisation affiche, le prescrit dont a parlé Jean-François, et toi aussi Dawson, le prescrit, la réalité des pratiques au terrain, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des valeurs pratiquées. Mais demain, on sera de plus en plus appelé sur un troisième niveau. C'est pas en fait l'officiel, tout le monde l'écrit, personne n'y croit. C'est pas la dimension pratique au nom des valeurs supposées porter. C'est ce que les gens ressentent et vivent et qui va en fait faire que demain, nos meilleurs éléments partiront en votant avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils quitteront le périmètre, leur activité, sans même te le dire, sans même t'informer, et parce que tu n'as pas su créer l'espace de parole pour t'entendre dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et ça, ces 3 niveaux, qui renvoient notamment à Erhard Friedberg et Michel Crozier, dont on a parlé tout à l'heure. Une équipe dirigeante, elle doit être suffisamment mature pour accepter l'idée qu'il y a des écarts nombreux entre ce qu'on affiche, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. L'enjeu de la transformation demain, il est beaucoup sur ce qu'on ressent. La montée de l'émotion, de la présence ou pas active, de l'intimité qu'on a avec les équipes qui sont les nôtres. Et ça, moi, alors, pour vous qui êtes certainement plus technophile qu'un homme comme moi, là, j'y vois une contradiction. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de modalités de travail à distance et de montée en puissance dans nos vies du numérique et du digital qui contrecarrent ces temps absolument nécessaires où on perd du temps à en gagner. Alors, je rejoins totalement, j'allais rebondir sur cette partie-là. Enfin, c'est un sujet que je voulais aborder. C'est cette notion de temps et de rapidité des révolutions et la vitesse du temps qui passe. J'ai le sentiment, au moins le retour de confrères, c'est que finalement, les gens n'ont pas le temps de mettre en place leur projet, surtout sur des fonctions de direction générale, où finalement les attentes sont tellement importantes en termes de délai qu'ils prennent le challenge de vouloir le faire, alors que réellement, si on analyse et on porte le projet, en fait, ça ne rentre pas, Non. ni au regard du temps, ni au regard des ressources, ni au regard de la réalité du besoin. Et ça, est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est mon prix à moi par rapport aux gens que je connais, mais j'ai le sentiment que ça va très très vite, même sur des fonctions entre parenthèses, je ne sais pas si c'est une bêtise, mais sur les fonctions juridiques qui sont plutôt au sein des directions, plutôt hyper stables. Aujourd'hui, c'est un peu les chaises musicales, même sur cette fonction-là. Alors, sur les temps de mise en place des projets, mon expérience du milieu médical est peut-être un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance des projets informatiques en particulier qui est quand même très importante. On tente désespérément de faire émerger des idées en disant oui, on va faire un cas d'usage. Qui a un cas d'usage? Ok, il y a quelqu'un qui timidement lève la main parce que c'est la 4e fois qu'il le propose, mais on lui a jamais dit oui, donc là il espère que la 5e fois ça passera. Là on lui dit ah, chouette, il y a quelqu'un, est-ce que ton sujet est important? Donc on met 2 ans à savoir si son sujet est important. Après on met 3 ans à trouver les moyens de pousser ce sujet parce qu'on a identifié qu'il était important. Ensuite, on met 4 ans à le réaliser, et au bout de 10 ans, on se regarde, et puis on dit, tiens, mais au fait, ça servait à quoi? Il est où le type qui a demandé? Et puis le type qui a demandé, mais il était déjà parti. C'est-à-dire que
le prisme de réalisation, la façon dont on s'y prend, déforme aussi et nous force. Enfin, c'est un énorme poids qui ne nous permet pas d'aller assez vite. C'est-à-dire que ne peuvent émerger que des projets gigantesques, parce qu'il faut que ça remonte très haut dans la hiérarchie pour être appuyé, pour trouver des financements. Et le fait que ça remonte, en fait, tue l'initiative. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'approche Lean pour la transformation digitale d'Yves Cazot. C'est qu'on commence petit, on fait des petits projets, on cadre, ce que disait Philippe tout à l'heure. On cadre, on met des choses. Et on n'essaye pas de trouver la solution ultime pour faire la chose idéale. Non, on fait des petites choses au quotidien. La DSI aujourd'hui s'intéresse aux 20% du système d'information qui est le plus important. Celui qui est réglementaire, celui qui pose des problèmes juridiques, celui qui a des gains financiers. Mais personne ne s'intéresse aux 80% de la longue traîne, des petits sujets qui embêtent tout le monde. Accélérer, c'est aussi donner des moyens pour que cette longue traîne soit gérée. Tu parlais tout à l'heure, Dawson, à l'instant du juridique. Aujourd'hui, les aspects système d'information pour le juridique, ça fait partie de la longue traîne. Ce n'est pas forcément quelque chose qui a été identifié comme important pour la DSI. Et donc, les gens, ils lèvent la main en disant, tiens, moi, j'aimerais bien faire un chat GPT pour mes aspects réglementaires. Et là, on lui dit, oui, mais nous, c'est plutôt la gestion de production qu'on va faire. Donc, ton sujet, on en reparlera dans 3 ans. Et oui, ça ne va pas assez vite, mais parce qu'on n'est pas organisé pour. Ouais, en t'écoutant, là, Jean-François, il y a 2 qualités pour moi qui sont importantes dans une équipe dirigeante par rapport à cette longue traîne qui, d'une certaine manière, est le boulet qu'on a au pied et qui font qu'on est devenu un caillou. Pour moi, une équipe dirigeante, elle allège le travail des autres. C'est-à-dire qu'elle travaille en permanence sur son besoin culturel de contrôle. Elle allège le travail des autres et elle ralentit le rythme. Ça me semble très important. Et puis, en tant que sociologue, féru d'anthropologie aussi, là, pour moi, la grande référence sur l'analyse culturelle du temps, c'est un anthropologue américain qui s'appelle Edward T. Hall, H-A-2-L, qui a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre, qui s'appelle La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, et qui m'a été très utile quand, autour de moi, je m'apercevais que dès le lever du soleil et au petit matin, j'étais dans un environnement humain où les personnes n'avaient pas ma conception du temps. Moi, quand je pose le pied par terre, depuis tout petit, je vois ma journée comme une succession de tâches à accomplir. Je suis monsieur to-do list. C'est-à-dire que j'ai intériorisé depuis tout petit un rapport au temps linéaire et séquentiel, une chose après l'autre, avec la figure du sachant très haute, qui va cadrer mon activité et qui va m'aider à supporter le poids de la longue traîne. Ça, c'est une conception monochronique du temps. Et Edward T. Hall nous dit que de plus en plus dans nos sociétés, pour des raisons de mobilité, de migration, pour des raisons intergénérationnelles, pour des raisons de montée en puissance du digital et du numérique, il y a aussi, c'est pas où. Il y a aussi en fait un rapport au temps qu'il appelle polychronique, chronos le temps, poly plusieurs, et qui renvoie à cette simultanéité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport au temps de plus en plus instantané et de plus en plus immédiat, qui donne un sentiment d'essoufflement, jugulé a priori par aucun échange réel. Et ça, cette polychronie-là, moi, je la constate tous les jours de ma vie. Et là, cet après-midi, je serai en enseignement. Je rentrerai dans l'amphithéâtre, c'est un petit amphithéâtre de 60 personnes. J'aurai aucun jeune, car ce sont des jeunes, ils ont 21, 22, 23 ans. J'aurai aucun jeune qui ne me regardera. Et là, moi, je voudrais insister sur cet aspect culturel de la transformation, qui commence par l'étonnement volontaire du professeur, qui commence par le fait de suspendre son jugement. Il faut que je me hâte de ne pas juger trop vite, car ils ont des manières de faire qui ne sont absolument pas les miennes. Et ils vont taper mon nom aujourd'hui sur des moteurs de recherche ou en vidéo directement. Et là, c'est le cap et le cadre. Est-ce que je les laisse faire taper? Est-ce que j'accepte d'être dans leur modalité pédagogique? Et là, on retrouve en fait cette nécessité d'expliquer à l'autre son mode d'emploi. Nos organisations sont de plus en plus confrontées à cette coprésence de 2 rapports au temps différents. Monochrone, séquentiel linéaire, plutôt occidental. On découpe les tâches, on contrôle les temps. Et polychrone, un rapport au temps plus cyclique. Une co-construction en petites tribus d'appartenance autour des vérités qui sont les nôtres. Le polychrone est souffrant, il ne va pas faire confiance au médecin. Il y a un renversement de la présomption de compétence. Il y a un enchevêtrement des sphères. Il va d'abord regarder dans le creux de la main ce dont il souffre, supposément.
Bah voilà, notre société, et je pense que les projets de transformation en sont une des illustrations, est en train de vivre ce voyage de la pyramide au réseau, de la société du ou qui fait la part belle au sachant, à la perspective du et, où on est dans la co-construction. Et on doit, en tant qu'équipe dirigeante, je trouve cette expression magnifique, porter beaucoup de regard sur la longue traîne. Ces petits cailloux qu'on a dans la chaussure et qui sont plus importants que le grand projet supposé qu'on mène. Je trouve que c'est une perspective très, très intéressante. Avoir ce Alors, regard porté sur la longue traîne. oui, plus important ou à mener en parallèle, en tout cas À simultanément. mener en parallèle. Voilà. Parce qu'ils sont moins importants stratégiquement, mais ils annihilent en quelque sorte les compétences en acte, c'est-à-dire au quotidien de ceux qui sont supposés les porter. Mais ça rejoint une réflexion qu'on a avec Dawson, enfin des discussions qu'on a eues souvent, d'ailleurs dans nos entretiens réciproques de cet été, on en parlait, qui est la différence ou la séparation à faire entre une direction informatique et une direction de transformation digitale. Parce que souvent, les gens mélangent les deux. Et nous, on est convaincus que ce sont deux entités différentes. Alors, même si des gens comme moi j'ai la chance de pouvoir faire en fait les deux. Enfin, je suis Chief Digital Information Officer. Comme tu as cité Yves Cazot, c'est son titre aussi chez Michelin. Donc, c'est super important, effectivement, parfois de pouvoir mélanger les deux. Mais les deux rôles, d'ailleurs, pour moi, l'informatique doit dépendre de la direction de transformation digitale. Parce que l'informatique doit se transformer aussi, justement. Si on a une direction informatique à l'ancienne, entre guillemets, ben, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas adresser justement toutes les problématiques de longue traîne, où on ne peut pas faire du citizen développement, etc., etc. Donc, comment est-ce que je mêle les deux? Et très souvent, dans les organisations, ben, on voit l'informatique comme effectivement cette entité qui ne fait que gérer le système d'information et qui, du coup, effectivement, de par l'importance des grands projets, est complètement omnibilé et puis très souvent focus là-dessus pour des raisons de priorité, alors que la transformation, effectivement, elle doit embrasser l'ensemble des problématiques, dont celle de cette longue traîne qui est d'arriver finalement à digitaliser ou à rendre facile grâce au digital, l'ensemble des métiers et l'ensemble des activités des différents métiers. Et donc, il y a bien ces deux dimensions qu'il faut arriver à faire converger. Jean-François, juste rendre facile, je crois que c'est la promesse de l'informatique depuis 50 ans, et on n'y est pas encore. Je ne sais même pas si c'est un objectif, si c'est un but atteignable, le fait que la transformation digitale rendre facile. Mais bon, ça, c'est pas forcément le sujet. Après, la difficulté, c'est d'être jugé parti. Effectivement, séparer la transformation de la DSI, ça permet d'avoir un œil externe et que ce soit pas la personne qui a la lourde responsabilité d'avoir un SI fonctionnel H24 et compagnie, qui est en plus la charge totalement antagoniste de révolutionner l'organisation. Donc, je pense effectivement que c'est intéressant de séparer les deux, mais sans présager des difficultés, trouver les moyens pour tout faire. La transformation coûte, elle coûte en aspect financier, elle coûte en temps, elle coûte en temps pour les fonctionnels. Si c'est la 5e fois qu'on va voir les fonctionnels en disant les 3 premières fois pour savoir comment est-ce qu'on intègre dans SAP leur métier, puis les 2 nouvelles fois en disant tiens mais en fait on va complètement changer votre métier, la fois d'après il va peut-être être moins disponible pour cette transformation. Oui. Donc, c'est là où il faut un cadre. C'est là où il faut un cadre, une vision d'entreprise, un objectif de transformation. Et c'est pas pour le plaisir de transformer, c'est qu'il y a un objectif. Oui, alors dans ce cadre-là, c'est un petit peu ce que je disais précédemment. Déjà, faire un état des lieux de la situation pour déjà constater que la situation actuelle n'est pas en ligne avec ce qu'elle devrait être. C'est le premier point de Philippe tout à l'heure, c'est accepter les écarts. J'ai essayé chez moi de pousser la notion de déviance ordinaire, Norbert Walter toujours, et qui, au quotidien, est extrêmement fécond dans mon organisation. Il y a très très peu de choses qui fonctionnent tel que c'est prévu. Donc quand je regarde ce qu'a écrit Norbert Walter sur la déviance ordinaire, je me reconnais puisque pratiquement tout ce que je fais est en écart par rapport au référentiel, sauf les aspects sécurité des vols, sauf un certain nombre de choses. Et j'ai essayé de pousser ce principe en disant, est-ce qu'on pourrait en parler ? Ouais, mais non, mais déviance, ça fait pas bien quand même. Et puis ordinaire, ça veut dire qu'on fait ça tout le temps. Non, mais
Oui, c'est-à-dire que séparer la fonction DSI de la fonction de transformation, c'est aussi accepter qu'on est en écart par rapport à ce qu'on voudrait être, par rapport au cap qui est fixé ou pas fixé. Donc, voilà, donc oui, séparer les deux. Maintenant, la bascule est probablement pas simple. Non. Et oui. Moi, j'ai 3 remarques. La première, c'est que le tout dernier livre de Norbert Alter s'appelle Pour en finir avec le machin, et que le machin, pour lui, c'est le travail des grands cabinets conseils. On n'a pas évoqué ce point, dont, d'une certaine manière, tout l'intérêt, c'est de nous mettre constamment dans le mouvementisme, c'est-à-dire l'impression de décalage entre ce que l'on fait et ce qu'il faudrait faire. C'est une industrie, ça. Et donc, Oui. ça, c'est un premier point. Une équipe dirigeante, c'est une équipe qui ralentit le travail de temps en temps et qui s'oppose à cette obligation morale d'être dans le mouvement. Premier point. Et puis la deuxième chose, c'est essayer d'être un peu plus sociologue, c'est-à-dire d'accepter que le « et » soit fécond. Être juge et partie me semble tout à fait intéressant. Être d'un côté et de l'autre de la haie me semble tout à fait intéressant. D'avoir plusieurs vies à vivre et en même temps me semble tout à fait une perspective intéressante. Moi, je suis né dans la société du où. Il fallait choisir sa place. On était Beatles ou Stones. On ne pouvait pas être les deux. De plus en plus, en fait, il y a les acteurs qui innovent, et ça, Norbert Alter le montre très bien, ils ne sont pas dans le viseur du chef, ils sont sur le radar. Ça veut dire qu'ils sont jamais sous les yeux et jamais sous la main, et qu'ils cultivent des identités plurielles, où ils prennent un malin plaisir à jouer avec eux-mêmes. Ça, c'était quelque chose, moi, qui m'anime beaucoup. Demain, je sors avec Michel Soquet l'abécédaire interculturel, et on insiste beaucoup, demain, on insiste beaucoup sur ces jeux de l'identité des acteurs innovants qui ne supportent plus d'avoir une seule casquette, un seul bureau, une seule activité. Je pense que c'est l'avenir, moi. Je pense que les équipes dirigeantes ont tout intérêt à créer des conditions dans lesquelles il y a de la contradiction et dès leur plus jeune âge, s'habituent à être en contrariété. C'est-à-dire, en fait, à faire des rencontres et pas poser des rendez-vous. Une rencontre, c'est d'abord une posture d'accueil à l'inconnu. Et donc, si on se lance dans un projet de transformation, il faut, comme tu l'as dit, Jean-François, accepter ces écarts entre ce qu'on affiche, ce qu'on fait et ce que les gens ressentent. Et ça, c'est, je crois, hein, accepter définitivement qu'être juge et partie est une bonne chose. Je rebondis sur ces remarques et ce que dit Jean-François et Philippe. Alors c'est marrant, j'ai pas le même prisme à la fois sociologique ou opérationnel, mais j'ai un prisme de dirigeant mais la conclusion est la même. C'est-à-dire qu'effectivement, l'incertitude, le fait d'avancer lorsqu'on part à l'aventure de l'entrepreneuriat, au départ, on ne sait pas où on va arriver. Ouais. L'entrepreneur des temps anciens, comme Christophe Colomb, allait chercher des subventions pour aller traverser l'Atlantique et il ne savait pas ce qu'il allait trouver de l'autre côté du territoire, de l'océan. Et ça, je pense, c'est ce qui anime l'entrepreneur. Ce qui anime l'entrepreneur, ou du moins les jeunes entrepreneurs, et qu'on peut perdre aujourd'hui, c'est la rencontre de l'autre. Et l'autre prisme qui est important, et tu l'évoques, Philippe, c'est sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce phénomène qui est tout de suite et maintenant. Est-ce que je capitalise sur cet effet cumulé des petites actions qui vont faire qu'à la fin, finalement, on verra le résultat? Ce que je disais, moi, à mes joueurs, jouez chaque point par point à fond, vivez-le à fond. Et le résultat, finalement, c'est pas, on le verra, c'est pas nous qui le maîtrisons. Voilà. Donc, j'ai l'impression j'entends ça un peu dans la rencontre, dans l'incertitude, dans le fait que finalement, on gère pas ces sujets de transformation digitale. Les attentes, finalement, on se les imagine. Il y a un décalage entre ces deux sujets. Moi, je crois qu'il y a un bonheur des entrepreneurs à être dans ce que nous allons appeler un écart, pas une différence. La différence, elle sépare. C'est l'organigramme. Les entrepreneurs, ou une partie d'entre eux, sont dans l'énergigramme, c'est-à-dire la qualité de l'intelligence de l'autre. Et ils se nourrissent de ça. À mon avis, ils se nourrissent de liens, de relations. Et c'est ça que nos organisations, à mon avis, ont du mal à accepter. C'est qu'on est encore sur une logique séquentielle et monochrone dans laquelle on découpe les tâches et on contrôle les temps. Mais ceux qui innovent sont en frontière de l'organisation, ils sont dedans, dehors. Et donc, pour moi, une entreprise qui est intégrante et transformatrice, c'est une entreprise qui accepte qu'en son sein, je reprends ça, mais il y a différents environnements, il y a différentes cultures d'entreprise, il y a différentes pratiques de rémunération, il y a différents systèmes de formation.
Et ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais pour moi, la gestion des personnes talentueuses, c'est surtout pas l'égalitarisme, c'est-à-dire donner la même chose à chacun en croyant que c'est utile pour avoir la paix sociale, parce que ça, c'est la meilleure façon de voir fuir les entrepreneurs dont tu parles, Dawson, ou les intrapreneurs. Mmh. Non, la gestion des talents, c'est l'équité. Et je vous en propose une définition, elle nous vient d'Aristote. Identifier et assumer dans ses équipes des différences qui profitent à tous. Identifier et assumer dans ses équipes des différences qui profitent à tous. Ouais. C'est pas, et donc la différence se transforme en écart. Et là, je m'inspire du philosophe François Julien. L'écart, c'est ce qui va un peu comme une fermeture éclair à rassembler des personnes qui existent en différents champs et qui vont te dire, moi, tu sais, l'été, je pratique l'investissement humanitaire et j'en ai besoin. C'est plus qu'une solution de sortie pour respirer. C'est un deuxième champ de compétences. Prends-le au sérieux, accepte-le, cartographie-le. Voilà, je pense que ça, c'est un horizon qui me semble intéressant et que j'appelle avec beaucoup d'autres interculturel. Oui. Je je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ma réflexion tout à l'heure, c'est que, en fait, je le vois au niveau de la casquette d'entrepreneur, c'est que souvent les projets, une entreprise va les raisonner sur un bilan annuel, Oui, financier, aussi, comptable. aussi, aussi. Et il y a un enjeu, c'est, comment la direction financière va pouvoir le lisser sur 5 ans, qui permet de relâcher la pression et de dire, «Les enjeux sont moins importants». On peut laisser finalement ces structures, ces entités, d'innovation, finalement prendre, éclore véritablement sur la durée. Et souvent les entreprises le lisent pas, en fait. Les projets sont vraiment annuels, annuels. On attend des delivery annuels, annuels. Alors peut-être dans les armées, ils ont une logique plus long terme. Mais moi, je le constate certaines entreprises, on en parlait la dernière fois avec Miguel, c'est que le dirigeant ou l'entreprise qui fonctionne, qui a des résultats d'exploitation qui sont bons, va dire: «Ben oui, on a un sujet, on va investir ce budget-là cette année». Sauf que, le projet de transformation, c'est pas une année. Donc au début, Mmh. ça pique. Au début, ça dit: «Bon, bah, je suis prêt à mettre de côté 1 million de côté». Et puis, la deuxième année, on dit: «Bah, on doit continuer, ça va vous coûter encore 1 million». Là, ça commence à piquer un tout petit peu plus. Les actionnaires, les marchés financiers, bon, bah, on a moins distribué. Alors que si on l'avait lissé et on avait prévu sur 5 années, bah, finalement, ça aurait été, quasiment indolore, en fait. Ça aurait été, moins sensible. Là, tu insistes sur une autre dimension, c'est la stabilité de l'actionnariat. Et là-dessus, il y Stabilité des a finances, oui, et oui, oui, stabilité oui, des et du capital mobilisable. Il y a Jean-François Chanlat, qui est un grand professeur à Dauphine, qui a écrit des choses magnifiques sur les entreprises familiales. ah oui, Et donc la stabilité, si tu veux, à la fois dans les monnaies sonnantes et trébuchantes et dans la confiance croisée. Et donc ça, mais c'est vrai que ce conflit de temporalité apparaît absolument magnifique à appréhender. J'ai cité tout à l'heure Edward T. Hall, hein, l'anthropologue américain. Son livre reste pour moi essentiel. mmh, Et ça commence par la connaissance de soi pour moi. tout à fait. Moi, je suis fondamentalement séquentiel et linéaire parce que toute mon éducation, mon adolescence, ma vie active m'a amené à ça. Mais avec le temps, j'ai besoin de personnes qui sont davantage dans la co-construction, le plaisir immédiat et qui veulent vivre leur vie fun et carpe diem. Moi, j'ai été un DRH qui disait à mes équipes à 19h, tiens, vous prenez votre après-midi. Hein. Ce conflit des temporalités, il n'est pas si lointain et j'en ai été porteur. C'est un point qui me semble important. D'ailleurs, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut être linéaire, d'avoir un fonctionnement linéaire et conserver une capacité à s'étonner? Est-ce que les deux sont antagonistes? Parce que la capacité à s'étonner, c'est aussi quand même un moteur de rebond, c'est quand même Ouais. quelque chose qui permet de creuser, de s'éparpiller, aller chercher d'autres sujets, c'est s'enrichir en s'ouvrant. Est-ce que le fait d'être linéaire ne bloque pas un petit peu cette ouverture? Dans un fonctionnement linéaire et séquentiel, étape par étape, tu as la chance normalement de rencontrer des personnes sachantes, expertes, qui vont t'amener à revisiter tes fondamentaux, tes habitudes. C'est ça un peu le mode de fonctionnement. Mais alors ça s'opère sur un temps long, ça s'appelle un professeur, ça s'appelle un médecin, ça s'appelle un chercheur en physique nucléaire, ça s'appelle une femme qui dirige un régiment. Mais l'autre logique, c'est de raccourcir ce temps d'apprentissage et de changer de rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un rapport entre le maître et l'élève, entre le haut et le bas. On pratique la rotation des responsabilités et l'alternance des codes. Et là, on devient en quelque sorte beaucoup plus joueur. Moi, cette société-là, je l'appelle une société d'archipel. Et je vois de plus en plus de personnes qui prennent un malin plaisir à changer de rôle et à être convaincues que les compétences qu'elles développent, elles ne le développent pas en un seul lieu, en différents lieux. Et je pense que c'est un point important pour moi. Je pense que les deux sont compatibles. Une, une,
Une défense nationale qui fonctionne bien, elle est à la fois linéaire et séquentielle, et en certains temps, elle est en logique commando, c'est-à-dire en logique polycentrée. Je crois beaucoup à ça. Et donc, les temps sont à l'alliance. J'appelle ça l'interculturel. Et ça démarre de soi. C'est une démarche où l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais d'une certaine manière, s'ouvrir soi-même aux raisons des autres. Et donc ça, cette démarche-là, moi j'aimerais qu'on l'ait davantage à l'école, j'aimerais qu'on l'ait davantage dans la société. C'est une culture de la nuance et du doute qui fait pas la part belle aux différences, mais aux écarts. Et ça, c'est pour moi d'ailleurs un des bonheurs, des bienfaits de notre échange depuis que nous sommes ensemble. Ça a renforcé chez moi cette conviction de la nécessité d'une société interculturelle. J'ai trop connu la société monoculturelle où on assimile. Je transforme en chose et la chose c'est moi, fais confiance aux sachants. Oui. J'ai beaucoup connu des sociétés où on était multiculturel, c'est-à-dire on est côte à côte, mais on veut surtout pas se connaître. On vit chacun de son côté. Et donc là, le grand mot, c'est tolérer. Non, 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 la troisième perspective pour moi, elle intègre. Et intégrer, c'est accepter les contradictions et c'est décider d'expliquer aux autres comment on a l'impression de fonctionner, notamment. Oui. Qui n'est jamais définitif. Non, qui est évolutif et qui n'a jamais de début et qui n'a jamais de fin. Et alors là, moi, je m'inspire de la philosophie, notamment du devenir, de gens comme Gilles Deleuze ou Édouard Glissant. Nous avons trop parlé d'arbres, et même d'arbres de connaissances. Les temps sont au rhizome, c'est-à-dire à ce que l'on a du mal à définir et qui foisonne, et qui se situe aux frontières de l'organisation. C'est très en lien avec notre conversation. C'est dans c'est dans les savoirs buissonniers et le foisonnement de l'informel que se situe en fait la longue traîne, qui devient intéressante parce qu'on y a appris des choses. Ouais. Exactement. Et il n'y a pas d'édifice sans travail contre la longue traîne. Enfin, c'est comme ça que j'espère, car c'est une philosophie de l'espoir aussi que je vous propose là. Merci en tout cas. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des entreprises qui appliquent déjà tous ces merveilleux principes et des directions ressources humaines qui mettent ce genre de choses en œuvre? Est-ce qu'il y a des exemples? Ce qui me vient à l'esprit, si tu veux, c'est le Cirque du Soleil. Tu te souviens de cette magnifique expérience outre-Atlantique? Et en fait, dans le Cirque du Soleil, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, c'est qu'ils sont tous individuels dans le collectif. Oui. C'est-à-dire qu'on prend tous parti à un projet collectif qui nous dépasse, mais on a le bonheur de montrer à l'autre assez tôt, assez vite qu'on est très compétent, individuel dans le collectif. Oui. Et ça me semble un des moteurs aussi de transformation réussie. Tout à fait. Ouais. Je retrouve, moi, dans mes expériences professionnelles et puis dans mon expérience de coaching sportif, cette définition, notamment dans des sports collectifs. Voilà. Jean-François, dans le domaine militaire, tu l'observes aussi? Alors, comme Philippe le disait très bien juste avant, on est une organisation qui est vraiment plurielle avec différents fonctionnements. Philippe parlait à juste titre des commandos. C'est l'exemple type de quelque chose qui fonctionne, il n'y a pas le choix. Ce que je connais dans la chasse embarquée, d'un point de vue opérationnel, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la culture du doute qu'a évoqué Philippe est vraiment consubstantielle de l'organisation et permet d'atteindre l'excellence, qui est un objectif recherché. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu plus embêté, moi, par les fonctions de soutien, par les fonctions plus sur la gestion dans le temps long, dans l'organisation un petit peu globale, où ces choses sont quand même beaucoup moins visibles et où on voit moins d'opportunités d'émergence d'un fonctionnement tel qu'on l'a décrit jusqu'à présent. Donc, j'entends Philippe qui dit c'est normal qu'une organisation soit plurielle. Oui, c'est aussi un petit peu étrange quand on est à l'intérieur de voir que certains aspects fonctionnent bien et que d'autres sont beaucoup plus à la peine pour d'autres raisons, des raisons organisationnelles, des raisons financières, mais aussi réglementaires. Donc, Oui, alors ça, je sais pas, c'est un ouvrage que je peux vous commander. J'en avais parlé, c'est l'ouvrage de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Ouais. Il explique effectivement les différents modes d'organisation de management qu'on peut rencontrer dans les organisations et qui peut s'expliquer dans le domaine militaire, mais qui peut s'expliquer aussi dans le domaine associatif ou étatique. Ouais, moi, ça a été une source d'inspiration pour moi il y a quelques années.
J'ai tendance, moi, à dire qu'il y a 5 grands modèles, si je vous en parle en 30 secondes. Oui. Il y a le modèle de la loyauté, qui est un modèle du temps long, hiérarchique, pyramidal, dans lequel, si tu rentres dans l'organisation, il n'y a aucune raison que tu partes si tu es perçu comme compétent. Oui. Donc, c'est l'imaginaire de la fonction publique, c'est la vocation, c'est l'utilité au territoire. Et moi, c'est toute ma vie, hein. Donc ça, c'est le point de départ, en quelque sorte. Et on coupe en 3. Cadre, agent de maîtrise, ouvrier. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Noblesse, clergé, tiers état. On coupe en 3. Et on ne parle pas d'argent. Parler d'argent, c'est vil, ce n'est pas noble. Oui, oui, tout à Donc fait. ça renvoie là aux travaux notamment de Philippe Diribarne, la logique de l'honneur, Oui. et à l'influence des catholicismes sociaux en arrière-fond historique. Bon, c'est un peu le point de départ latin. Puis après, tu as un deuxième modèle, c'est l'employabilité. C'est-à-dire que là, ce qui fait ta carrière, c'est pas le fait que ton N+1 a l'oreille du N+2, comme dans le premier modèle. C'est le fait que tu déambules sur le marché du travail en montrant que tu es compétent. Et donc, c'est la résistance de ton corps. Ça, c'est un point pour les agents de transformation essentiel. C'est la résistance de ton corps. Ce sont les chasseurs de tête et les réseaux d'anciens qui font ta carrière. Premier modèle est pépinière, le deuxième modèle est pépite. Le premier est plutôt latin, le deuxième est plutôt anglo-saxon. Dans le premier, le plus grand péril, c'est de déchoir, tomber, perdre son emploi. Dans le deuxième, c'est de ne pas signer de contrat entre pairs. Les deux modèles, depuis 40 ans, dans l'armée comme ailleurs, se chevauchent, s'hybrident. Ça fait un siècle au moins qu'on est déjà dans les deux. Le troisième modèle, c'est le commando. Je l'ai appelé avec mes équipes et mes collègues la communauté de métier. C'est le fait d'être identifié comme un talent par tes pairs qui fait que tu es là. Et donc, ce troisième modèle dessine des organisations où on est salarié, d'accord, entrepreneur et actionnaire, les trois. Et puis là, alors là, dans le troisième modèle, il y a la critique qui joue son rôle. C'est-à-dire que les colloques internationaux et les revues à comité de lecture sont aussi importantes pour un médecin que la sensibilité de ses collègues de travail dans les couloirs de l'hôpital. C'est l'économie de la réputation professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Le quatrième modèle, c'est la plateforme, Uber, TripAdvisor, Airbnb. Et le cinquième, c'est les slasheurs dont on a parlé ensemble. C'est-à-dire ces personnes en archipel qui veulent avoir plusieurs vies professionnelles en même temps et qui déconcertent un vieux monsieur comme moi. Parce que si je suis sincère, c'est aussi toute ma vie là qui est revisitée. Ouais, j'ai été élevé dans la centralité du travail dans ma vie, dans la séparation des tâches et dans l'absence d'enchevêtrement des sphères. Oui, oui, ouais, super intéressant. Et c'est vraiment super intéressant. Enfin, j'ai tellement d'autres questions, tellement d'autres questions et de sujets à aborder, parce qu'on abordait ce sujet-là, effectivement, de cette fonction au sein du CODIR, de la direction des ressources humaines, qui est parfois peu assez valorisée, surtout sur des entreprises un peu petites où il y a des fonctions qui sont plus lucratives, comme la direction commerciale, la direction marketing, plus opérationnelle pour amener du financement à l'entreprise, alors que la direction des ressources humaines est véritablement un pilier indispensable. Et, et je, Ouais, et je trouve, ouais, mais elle est trop bureaucratique et elle est trop administrative souvent. Moi, je pense qu'un certain nombre de mes collègues ne lisent pas de philosophie, ne lisent pas d'anthropologie et ils se contentent de lire de la gestion. Il ne faut surtout pas lire de gestion. oui. Oui. Mais est-ce qu'il y a pas, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y a quelques années, les DRH étaient plutôt de formation sociologique, aujourd'hui peut-être de formation plus juridique, Peut-être. qui, qui, Oui, qui amène à un profil différent. Et puis est-ce que finalement ces directions des ressources humaines ont vraiment les coups des franches pour exprimer en fait cette vision d'inclusivité, d'ouverture d'esprit sur des fonctions très opérationnelles, très techniques, sur lesquelles finalement le test d'entrée, ou je dis le test ou l'épreuve d'entrée, elle est finalement un peu déshumanisée. ouais, moi, je vais être très optimiste, hein. D'abord, sans presser de dire que je connais beaucoup de juristes qui ont un talent, c'est de donner de l'intelligence à la règle. Oui, Donc, c'est vraiment accepter que, d'ailleurs, les meilleurs juristes ont un sens de l'universel, c'est-à-dire qu'ils dépassent leur fonction. oui, Et puis cette fonction, elle se transforme, mais elle s'enrichira si elle va puiser à l'anthropologie, à la philosophie, aux sciences politiques et aux objets techniques. Moi, je crois aussi, c'est une réponse plus large, mais il faut en fait que l'on contraigne dans la société un certain nombre de nos contemporains à s'immerger dans des mondes, notamment sociaux et culturels, qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne choisissent pas.
Parce que avec le temps, on ferait toujours avec les mêmes. Et ça, c'est le grand verrou du mimétisme et de l'entre-soi qui se referme. Un DRH, la fonction RH, elle a besoin d'être oxygénée avec des grands business managers qui ont été au terrain et qui deviennent RH. Voilà, des agents de transformation, oui. Je préfère plutôt parler de sense maker plutôt que business partner. Sense maker, pour reprendre les catégories d'Ulrich, c'est quelqu'un qui t'amène en fait à faire 3 choses. Il te questionne, il t'amène à te questionner et d'une certaine manière, il accepte lui de se laisser questionner. Questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. C'est ça pour moi un agent de transformation, une équipe dirigeante qui accepte la transformation. J'insiste beaucoup là-dessus. Elle crée des espaces où assez fréquemment, il y a cette expérience difficile de l'étonnement volontaire. Mais ça passe évidemment, pas sur les aspects RH, on a parlé de la DSI tout à l'heure, c'est exactement le même modèle qui peut s'appliquer, oui. Pareil. Je pense que c'est la même posture. C'est la même logique politique. C'est superbe. Merci pour tout cet échange qui a été passionnant. Il faudrait un autre épisode, comme le suggérait Dawson, avec toutes les autres questions que nous pouvons avoir. Dawson, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, je remercie Philippe, Jean-François, Miguel pour votre participation à cet épisode aussi passionnant. Un grand merci d'avoir abordé tous ces sujets, d'avoir partagé votre vision, votre connaissance. Ça fait partie de l'ADN de ce qu'on souhaite faire sur le podcast. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer la voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur la voie du CDO.